Analyses et explications du film. I Saw the Devil, 2010. Isao the Devil est un film sud-coréen réalisé par Kim Ji-won, sorti en 2010. Ses analyses et explications se proposent d'explorer en profondeur les multiples dimensions de cette œuvre majeure du cinéma asiatique, allant au-delà de son étiquette de thriller violent pour en révéler la complexité narrative, thématique et formelle. Dès son ouverture, le film établit une atmosphère d'une froideur et d'une tension insupportable. La scène de la panne de voiture de Joo-yoon, sous la neige, est un chef-d'œuvre de mise en scène anxiogène. Kim Ji-won utilise les éléments naturels, l'isolement, la nuit, la neige qui étouffe les sons pour créer un sentiment de vulnérabilité absolue. L'attaque qui suit n'est pas seulement brutale. Elle est filmée avec un réalisme clinique qui refuse tout sensationnalisme gratuit, ancrant d'emblée le film dans une horreur tangible et profondément perturbante. Le personnage de Kim So-yeon, interprété par Lee Byung-hun, est introduit comme un homme intègre, un agent des services secrets dont la vie ordonnée et heureuse est soudainement anéantie. Sa douleur est d'abord intériorisée, presque muette, avant de se cristalliser en une obsession monolithique, la vengeance. Mais cette vengeance, il ne la conçoit pas comme une simple exécution. Son plan, révélé progressivement, est d'infliger à Kyung Se-hul une souffrance équivalente à la sienne, de le plonger dans une terreur et une douleur constante, de lui faire « voir le diable ». C'est ce postulat moralement ambigu qui forme le cœur battant du récit. Face à lui, Jang de Kyung Se-hul, incarné par un Choi Min-sik en état de grâce, est bien plus qu'un simple tueur en série archétypale. C'est une force du chaos pur, un amoralisme incarné. Le film évite soigneusement de lui donner une quelconque psychologie rassurante ou des motivations explicites issues d'un traumatisme. Il tue par plaisir, par pulsion, par un sentiment de toute-puissance méprisante envers l'humanité. Sa profession de chauffeur d'autobus scolaire ajoute une couche d'horreur supplémentaire, soulignant son intégration perverse dans le tissu social et sa proximité quotidienne avec ses proies potentielles. La structure narrative du film est celle d'une chasse à l'homme inversé et perverti. So-yeon, grâce à ses ressources d'agent secret, capture Kyung Se-hul à plusieurs reprises, lui inflige des sévices terribles, la scène du tendon d'Achille est devenue culte, puis le relâche pour que le jeu continue. Ce cycle sadique constitue l'armature du film. Chaque confrontation et chaque relâchement permettent à Kyung Se-hul de semer à nouveau la mort sur son passage, faisant de So-yeon un complice indirect de ses crimes ultérieurs. La frontière entre le justicier et le bourreau s'estompe alors inexorablement. Le style cinématographique de Kim Ji-won est d'une maîtrise absolue. La photographie de Lee Mo-ga est paradoxalement magnifique, composant des tableaux sombres et élégants même au cœur de l'horreur la plus crue. Cette dichotomie entre la beauté formelle et la violence du contenu crée un malaise esthétique permanent. La mise en scène est tout aussi précise, alternant des plans larges glaçants et des gros plans impitoyables sur la souffrance ou la folie. Le montage, souvent cité en exemple, maintient un rythme haletant sur une durée pourtant longue, ne laissant au spectateur aucun répit. La bande-son de Moog joue un rôle crucial. Loin de se contenter d'illustrer l'action, elle dialogue avec elle, tantôt par son absence inquiétante, tantôt par des crescendos orchestraux déchirants qui amplifient l'impact émotionnel sans jamais tomber dans le mélodrame. Elle souligne la dimension tragique et presque mythique du conflit, élevant la quête de So-yeon au rang d'une descente aux enfers personnels. Un thème central du film est l'exploration de la nature du mal et de la justice. En choisissant de torturer Kyung Se-hul plutôt que de le livrer à la justice institutionnelle, qu'il représente en partie, So-yeon rejette l'ordre social et s'érige en juge, jury et bourreau. Mais le film démontre que ce pouvoir absolu corrompt absolument. Sa vengeance devient un but en soi, un rituel vide qui l'absorbe complètement, l'éloignant de plus en plus du souvenir pur de Joo-yoon qu'il prétend honorer. La violence dans Isao the Devil est un sujet à part entière. Elle est extrême, prolongée, et souvent très graphique. Cependant, contrairement à certains films du sous-genre torture porn, elle n'est jamais gratuite ou jouissive pour le spectateur. Elle est présentée dans toute sa laideur et sa brutalité physique, avec un accent sur les conséquences et la douleur. Elle sert de miroir à la dégradation psychologique des deux protagonistes. Chaque coup porté par So-yeon l'enfonce un peu plus dans l'abîme, et chaque blessure subie par Kyung Se-hul attise sa rage animale plutôt que sa peur. Le film introduit également d'autres personnages qui complexifient la dynamique binaire du duel. Les complices de Kyung Se-hul, notamment le tueur en série cannibale joué par Shin Kuk-won, élargissent le paysage du mal dans lequel évolue le protagoniste. La scène dans la maison isolée est un cauchemar absolu, où So-yeon doit affronter une horreur encore plus primitive et désorganisée. Elle montre que le mal qu'il pourchasse est une hydre, en frappant une tête, d'autres apparaissent. La performance de Choi Min-sik est tout simplement phénoménale. Il incarne Kyung Se-hul avec une physicalité animalière et un charisme pervers. Ses silences sont lourds de menaces,
et ses explosions de violence sont d'une authenticité terrifiante. Il réussit le tour de force de rendre le personnage à la fois repoussant et fascinant, une véritable force de la nature nihiliste. Lee Byung-hun, en contrepoint, offre une performance beaucoup plus retenue mais tout aussi puissante. Son visage, souvent impassible, est parcouru de micro-expressions qui trahissent la douleur, la colère froide et l'engourdissement émotionnel progressif. Leur alchimie à l'écran est électrique. Le titre, Esau the Devil, est profondément ambigu. À qui fait-il référence? Bien sûr, à Kyung Se-hul, le diable que So-yeon rencontre et traque. Mais en regardant la transformation de So-yeon, on peut aussi interpréter qu'il s'agit du diable qu'il découvre en lui-même à travers ses actes. Kyung Se-hul lui lance d'ailleurs cette phrase prophétique. « Tu es exactement comme moi ». La fin du film donne toute sa force à cette interprétation. Le climax et la conclusion du film sont d'une puissance dévastatrice. Après avoir systématiquement détruit tout ce qui pouvait tenir lieu de vie ou de lien à Kyung Se-hul, sa famille, ses complices, So-yeon passe à l'acte final. L'exécution, méthodique et atroce, devant la famille de l'un des propres cousins de Kyung Se-hul, est le point d'orgue de sa descente morale. Il a réussi son plan. Kyung Se-hul meurt dans la terreur et l'agonie. Mais la scène qui suit, où So-yeon, assis dans le couloir de neige, éclate en sanglots hurlants, est l'une des plus bouleversantes du cinéma contemporain. Ces larmes ne sont pas des larmes de libération ou de catharsis. Ce sont des larmes de vide absolu, de désespoir total. Il a gagné, il a accompli sa vengeance jusqu'à son terme le plus horrible, et pourtant, rien n'est réparé. Ju-yoon reste morte, et il a perdu son humanité dans le processus. Il est désormais un homme brisé, habité par un mal plus profond que celui qu'il a combattu. La boucle est bouclée. Il a rencontré le diable, et le diable l'a habité. La neige, symbole de pureté au début du film, tombe maintenant sur un homme souillé à jamais, dans une image d'un nihilisme accablant. Esau the Devil s'inscrit dans la grande tradition des thrillers vengeurs coréens, aux côtés de Old Boy ou Memory of Murder, mais il pousse la logique de la violence et de ses conséquences dans ses retranchements les plus extrêmes. C'est un film exigeant, difficile, qui ne cherche pas à plaire ou à divertir au sens conventionnel. Il cherche à confronter, à troubler, à poser des questions sans réponse facile sur les limites de la justice, la nature de l'humanité et le prix à payer pour s'abandonner à ses instincts les plus sombres. La réception du film a été marquée par son intensité. Acclamé par la critique pour sa maîtrise technique et la profondeur de son propos, il a aussi été très controversé et censuré dans plusieurs pays pour sa violence explicite. Cette violence, pourtant, est indissociable de son message. En la rendant si réelle et si difficile à regarder, Kim Ji-won force le spectateur à éprouver physiquement l'horreur de la spirale dans laquelle ses personnages sont engagés, nous empêchant de prendre du plaisir à la vengeance et nous confrontant à notre propre rapport à la violence représentationnelle. En définitive, Esau the Devil est bien plus qu'un exercice de style brutal. C'est une tragédie moderne, une méditation glaçante sur la perte, l'obsession et la corruption de l'âme. Porté par des performances d'acteurs inoubliables et une réalisation d'une intelligence et d'une force rares, il reste une expérience cinématographique totale, un film qui marque, dérange et interroge longtemps après que le générique est passé. Il nous laisse avec une question essentielle et troublante. Jusqu'où peut-on aller pour combattre le mal sans le devenir soi-même? Le film suggère, de manière terriblement pessimiste, que la ligne est bien plus mince et bien plus facile à franchir qu'on ne voudrait le croire. Le film installe d'emblée un dispositif de tension quasi insoutenable à travers un prologue d'une froideur clinique. La scène de l'agonie de Ju-yoon sous la neige constitue un véritable morceau de bravoure où chaque choix formel participe à une sensation d'engloutissement. Le silence étouffé du paysage hivernal contraste violemment avec la brutalité soudaine de l'agression, créant un choc sensoriel qui marque le ton du récit. La caméra refuse tout échappatoire au spectateur, fixant avec une objectivité terrible la matérialité du crime. Cette séquence fondatrice n'est pas une simple introduction mais l'acte de naissance du traumatisme qui va structurer toute la psyché du protagoniste. L'absence de musique notable accentue le réalisme glaçant de la mise en scène, ancrant l'horreur dans un quotidien d'autant plus plausible. La violence y est présentée sans fioriture rhétorique, comme un fait brutal qui fracture la normalité. La neige, omniprésente, devient un personnage à part entière, témoin impassible et élément purificateur paradoxal. L'économie narrative de ces premières minutes est remarquable, établissant en peu de plans tout l'enjeu émotionnel du film. Le meurtre de Ju-yoon n'est pas montré dans une optique de sensationnalisme mais comme un événement qui vide instantanément le monde de sens. La construction du personnage de Kim So-yeon procède par retranchements successifs dans l'expression de sa douleur. Son deuil est d'abord caractérisé par un mutisme éloquent, une retenue qui semble contenir une énergie destructrice.
L'agent des services secrets laisse progressivement place à un justicier obsédé dont la méthodique froideur inquiète. Sa décision de ne pas tuer rapidement Kyung Se-hul, mais de l'engager dans un jeu cruel révèle une transformation morale profonde. Ce projet de vengeance prolongée dépasse la simple notion de châtiment pour s'apparenter à une entreprise de déconstruction psychologique. Il cherche moins à infliger la mort qu'à imposer une prise de conscience de la vulnérabilité, une inversion des rôles entre prédateurs et proie. Cette approche fait de lui un metteur en scène macabre orchestrant la terreur de son ennemi. Son utilisation des ressources de l'État à des fins personnelles montre la corruption de ses valeurs professionnelles. La frontière entre sa mission officieuse et une folie privée devient de plus en plus ténue au fil du récit. Son humanité semble s'éroder à mesure que sa quête avance, comme si chaque acte de violence le dépouillait d'une part d'empathie. La performance de Lee Byung-hun excelle dans cette retenue expressive, où le moindre tressaillement facial en dit long sur les tourments intérieurs. Jang de Kyung Se-hul incarne quant à lui une vision du mal qui refuse toute rationalisation psychologisante rassurante. Son personnage échappe aux catégories habituelles du tueur en série cinématographique par son absence totale de pathos. La performance physique de Choi Min-sik donne à ce personnage une présence animale, presque viscérale, qui transcende le dialogue. Son regard, tantôt vide tantôt pétillant d'une jouissance perverse, constitue une arme narrative à part entière. La banalité de son existence en chauffeur de bus scolaire ajoute une dimension sociologique troublante à son portrait. Il représente l'horreur ordinaire, celle qui circule au sein même du corps social sans éveiller les soupçons. Ces moments de délire mégalomane, où il se considère comme une force supérieure, révèlent une philosophie nihiliste rudimentaire mais cohérente. Le film évite avec intelligence de lui offrir un passé traumatique explicatif, préservant ainsi son altérité radicale. Ses interactions avec ses victimes sont marquées par un mépris profond pour la condition humaine, une indifférence à la souffrance qui fascine autant qu'elle répugne. La caractérisation de Kyung Se-hul repose sur un paradoxe. C'est un homme du commun habité par une monstruosité extraordinaire. Cette incarnation du mal pur, sans motif compréhensible, défie l'entendement du protagoniste comme celui du spectateur. Et la structure narrative cyclique du film constitue son innovation formelle la plus significative. Le schéma répétitif de capture, torture et relâchement de Kyung Se-hul crée un rythme hypnotique et cauchemardesque. Chaque cycle approfondit la dégradation morale de So-yeon tout en offrant à Kyung Se-hul de nouvelles occasions de nuire. Cette mécanique implacable fonctionne comme une métaphore de l'engrenage vindicatif qui consume progressivement le vengeur. Les séquences de poursuite à travers la Corée urbaine et rurale donnent au film une dimension épique et désespérée. Chaque confrontation entre les deux hommes est l'occasion d'une escalade dans la cruauté et l'inventivité destructrice. Le scénario exploite avec une intelligence remarquable les implications logistiques et morales de ce jeu du chat et de la souris pervertie. Les intermèdes où Kyung Se-hul reprend sa liberté sont particulièrement anxiogènes, car le spectateur sait qu'il va immanquablement frapper à nouveau. Cette structure circulaire évoque le mythe de Sisyphe, avec un So-yeon condamné à recommencer indéfiniment son œuvre de vengeance sans jamais atteindre de satisfaction réelle. Elle permet également d'explorer différentes facettes de la société coréenne, des quartiers résidentiels aux zones industrielles désaffectées. Le montage assure une fluidité remarquable entre ces cycles, maintenant une tension constante malgré la durée du film. La mise en scène de Kim Ji-won se distingue par un équilibre précaire entre une esthétisation poétique et un naturalisme brutal. Chaque plan est composé avec un soin pictural évident, même dans les scènes les plus violentes. L'utilisation de la lumière, souvent tamisée ou contrastée, sculpte les visages et les espaces avec une expressivité remarquable. Les scènes d'extérieur, notamment celles se déroulant sous la neige, possèdent une beauté mélancolique qui entre en dissonance avec l'horreur des événements. Les intérieurs, qu'il s'agisse de l'appartement de Kyung Se-hul ou de la maison des tueurs cannibales, sont caractérisés par une crasse réaliste qui accentue le malaise. La caméra, souvent mobile, épouse le mouvement des personnages avec une fluidité qui contraste avec la soudaineté des explosions de violence. Les scènes d'action sont chorégraphiées avec une clarté géométrique qui rend chaque coup palpable sans tomber dans le confusionnisme. L'attention portée aux détails corporels ou une main tremblante, une blessure suintante renforce l'immersion sensorielle du spectateur. Les ellipses narratives sont utilisées avec parcimonie, privilégiant souvent la durée réelle de l'action pour en accentuer l'impact. Cette direction artistique cohérente et exigeante élève le matériau de base du thriller vengeur au rang d'œuvre plastique. La bande-son originale composée par Moog participe activement à l'architecture émotionnelle du film. Loin de se contenter d'un rôle d'accompagnement, elle dialogue constamment avec les images, tantôt en contrepoint, tantôt en renforcement. Les moments de silence complet sont rares mais d'autant plus significatifs, créant des poches de tension pure. Les thèmes musicaux principaux, souvent portés par des cordes,
possède une qualité à la fois mélancolique et menaçante qui reflète la dualité du récit. L'utilisation de bruits ambiants ou le crissement des pneus sur la neige, le gémissement du vent contribuent à l'atmosphère d'isolement et de menaces diffuses. Les scènes de violence sont parfois accompagnées de stridences orchestrales qui exacerbent la sensation de chaos, ou au contraire privées de musique pour en souligner le réalisme cru. La partition évite soigneusement le mélodrame facile, préférant des compositions subtiles qui suggèrent plutôt qu'elles n'imposent les émotions. Certains leitmotivs musicaux sont associés à des personnages ou des situations, créant un réseau symbolique cohérent. La musique finale, sur les larmes de So-Yeon, est d'une simplicité déchirante qui contraste avec l'intensité précédente. Cette approche sonore globale témoigne d'une réflexion approfondie sur la place de l'auditif dans l'expérience cinématographique. L'exploration des thématiques morales dans Isao the Devil dépasse largement le cadre conventionnel du thriller. La question centrale n'est pas de savoir si la vengeance est justifiée, mais plutôt quelles en sont les conséquences existentielles pour celui qui l'exerce. Le film procède à une déconstruction systématique du fantasme du justicier qui restaure l'ordre par la violence. Chaque étape de la quête de So-Yeon le rapproche un peu plus de l'identité monstrueuse de sa cible, invalidant toute idée de supériorité morale. La notion de justice est présentée comme une construction sociale impuissante face à la radicalité du mal personnel. Le refus de So-Yeon de recourir aux institutions légales révèle une défiance profonde envers les mécanismes collectifs de régulation. Son entreprise solitaire l'isole progressivement du reste de l'humanité, le transformant en une entité hybride entre l'agent de l'État et le criminel. Le film interroge les limites de l'endurance psychologique face à l'horreur, montrant comment la confrontation prolongée avec l'abjection finit par contaminer l'âme. La violence n'y est jamais présentée comme cathartique, mais toujours comme destructrice pour celui qui l'inflige autant que pour celui qui la subit. Cette vision profondément pessimiste de la nature humaine constitue le cœur philosophique de l'œuvre. La représentation de la violence dans le film fait l'objet d'un traitement à la fois réaliste et réflexif. Les séquences de torture et de combat sont filmées avec une attention clinique aux détails physiques, refusant toute esthétisation glamour. Le montage, souvent plus lent qu'attendu, laisse le temps au spectateur de mesurer la douleur et la dégradation corporelle. Les effets spéciaux, d'un réalisme saisissant, contribuent à une sensation de proximité inconfortable avec la souffrance représentée. Cette approche frontale vise moins à provoquer l'effroi facile qu'à engager une réflexion sur notre propre rapport à la violence médiatique. Le film met en scène la matérialité du corps vulnérable, ses limites et sa résistance, avec une objectivité presque scientifique. La répétition des actes violents au fil des cycles narratifs crée une forme d'accoutumance chez le spectateur, reflétant peut-être le processus de désensibilisation du protagoniste. Certaines scènes, comme l'acharnement sur le tendon d'Achille, sont devenues emblématiques de cette esthétique de la douleur concrète. La violence sexuelle, bien que suggérée plus que montrée explicitement, pèse d'une présence menaçante tout au long du récit. Cette représentation sans concession a naturellement suscité des débats sur les limites de la représentation cinématographique. La dimension sociopolitique du film, bien que subtile, mérite une attention particulière. Le contraste entre l'efficacité technologique de l'appareil d'État, dont So-Yeon est un représentant, et son impuissance face au mal individuel est significatif. La Corée contemporaine dépeinte dans le film est un espace de fracture sociale où la violence peut surgir de manière imprévisible. Les différents milieux traversés, en des quartiers aisés aux zones industrielles déshéritées, dessinent une géographie du danger et de l'injustice. Le personnage de Kyung Se-Hul, issu apparemment d'un milieu modeste, incarne peut-être une forme de rage sociale canalisée de manière destructrice. Les complices qu'il fréquente, notamment le tueur cannibale, représentent une humanité marginale et régressive qui existe en marge de la modernité coréenne. Le film évite cependant tout manichéisme social, montrant que le mal peut habiter n'importe quel environnement. La figure paternelle de So-Yeon, le père de Joo-yoon, représente quant à lui une forme de sagesse traditionnelle et de retenue qui contraste avec la furie vengeresse de son beau-fils. Ces éléments contextuels, bien qu'en arrière-plan, enrichissent considérablement la portée du récit. L'évolution psychologique de So-Yeon suit une trajectoire de déshumanisation progressive qui constitue la véritable colonne vertébrale dramatique du film. Chaque étape de sa vengeance le dépouille d'une part de son identité sociale et morale antérieure. Sa transformation n'est pas linéaire mais procède par bonds, chaque nouvelle confrontation avec Kyung Se-Hul l'enfonçant un peu plus dans l'abîme. Les rares moments où il semble hésiter ou éprouver du remords sont rapidement étouffés par sa détermination de plus en plus fanatique. Son rapport au temps se modifie, l'urgence de sa quête effaçant toute perspective à long terme. Sa relation avec la mémoire de Joo-yoon évolue également, passant d'un souvenir douloureux à un prétexte justifiant toutes ses actions. L'obsession finit par remplacer le deuil, devenant une fin en soi plutôt qu'un moyen de faire son deuil.
Son apparence physique se dégrade subtilement au fil du film, trahissant l'épuisement et la tension extrême. Les rares interactions avec d'autres personnages que Kyung Se-hul révèlent son isolement croissant et son incapacité à communiquer normalement. Cette descente aux enfers psychologiques est rendue avec une finesse remarquable par le scénario et la performance de Lee Byung-hun. Le contrepoint entre les deux protagonistes fonctionne selon une dialectique de la ressemblance et de la différence. Plus So-yeon traque Kyung Se-hul, plus il adopte des méthodes qui rapprochent leurs modes opératoires. Le tueur lui-même perçoit cette convergence, l'exprimant à plusieurs reprises par des remarques provocatrices. Pourtant, des différences fondamentales persistent. So-yeon reste motivé par une forme dévoyée d'amour, tandis que Kyung Se-hul est mu par un pur narcissisme destructeur. Le premier cherche à imposer une forme de justice, même pervertie, alors que le second ne reconnaît aucune loi en dehors de ses pulsions. Leur rapport au corps de l'autre est également distinct. So-yeon inflige des souffrances calculées pour provoquer une prise de conscience, Kyung Se-hul ne voit dans les corps que de la matière à détruire. Cette relation spéculaire complexe est au cœur de la richesse psychologique du film. Leurs dialogues, rares mais cinglants, fonctionnent comme des duels verbaux où chaque réplique cherche à miner la position morale de l'adversaire. Le film évite soigneusement de faire de l'un une simple antithèse de l'autre, préférant explorer les zones grises de leur rencontre. La séquence dans la maison des tueurs cannibales représente un point de basculement narratif et thématique majeur. Cet épisode introduit une violence encore plus primitive et désorganisée que celle de Kyung Se-hul, plongeant So-yeon dans un cauchemar absolu. La scénarisation de cette séquence exploite brillamment les codes du film d'horreur, créant un suspense presque insoutenable. La caractérisation des cannibales, à la fois grotesque et terriblement crédible, élargit le paysage du mal dans l'univers du film. Leur domesticité pervertie, ou la table mise pour un repas humain, constitue une image d'une puissance symbolique rare. Cette séquence fonctionne comme une épreuve initiatique pour So-yeon, le confrontant à une abjection qui dépasse même celle de Kyung Se-hul. Sa lutte pour survivre dans cet environnement prend des allures de combat mythique contre des forces chthoniennes. La violence y atteint un paroxysme qui dépasse tout ce qui a été montré auparavant, repoussant les limites de ce que le spectateur peut endurer. Cet intermède modifie durablement le rapport de force entre So-yeon et Kyung Se-hul, introduisant une usure physique et psychique supplémentaire. La maison elle-même devient un personnage, un espace labyrinthique et claustrophobe où les règles normales du monde sont suspendues. La résolution de cette séquence, particulièrement brutale, montre So-yeon franchissant un nouveau palier dans l'acceptation de sa propre sauvagerie. L'utilisation des motifs récurrents et de la symbolique visuelle témoigne d'une grande sophistication formelle. La neige, présente du début à la fin, évolue dans sa signification au fil du récit. Pureté originelle, linceul, élément purificateur, et enfin paysage d'un désert émotionnel. Le sang sur la neige constitue une image choc qui résume toute la dialectique du film entre beauté et horreur. Les véhicules, et particulièrement les voitures, sont des espaces clos où se jouent des rapports de force déterminants, des capsules mobiles de violence. Les couloirs, qu'ils soient domestiques ou institutionnels, sont filmés de manière à créer un sentiment d'étouffement et de piégement. Les miroirs et les surfaces réfléchissantes sont utilisés avec parcimonie mais à des moments clés pour interroger l'identité des personnages. La nourriture, ou plutôt sa perversion, le cannibalisme, sert de métaphore à une humanité qui se dévore elle-même. Les armes blanches, préférées aux armes à feu, imposent une proximité physique et une matérialité de la violence. Ces motifs tissent un réseau symbolique cohérent qui enrichit la lecture du film au-delà de son intrigue principale. La construction des scènes d'action révèle une philosophie cinématographique singulière. Les combats sont chorégraphiés pour mettre en valeur la physicalité des acteurs et le poids réel des impacts. L'absence quasi totale de ralentis ou d'effets stylisés excessifs contribue à un sentiment d'immédiateté et de danger. Les corps se fatiguent, trébuchent, saignent abondamment, dans une représentation éloignée des super-héros invincibles. L'espace de combat est toujours clairement délimité, permettant aux spectateurs de suivre la logique des affrontements. Les blessures ont des conséquences durables sur les capacités des personnages, introduisant une forme de réalisme tactique. Les moments de tension préalables aux explosions de violence sont souvent prolongés, créant un suspense presque insoutenable. L'utilisation des sons des impacts, os qui craquent, chair qui se déchire participe activement à l'immersion sensorielle. Ces scènes ne sont jamais de simples parenthèses spectaculaires mais servent systématiquement l'évolution psychologique des personnages. Le montage, précis sans être assuré, préserve la lisibilité des actions tout en maintenant un rythme effréné. Cette approche des scènes d'action a influencé toute une génération de cinéastes asiatiques et occidentaux. L'analyse des personnages secondaires permet d'étoffer la compréhension de l'univers moral du film. Le père de Joo-yoon, interprété par Jeon Guk-hwan, incarne une réponse alternative au deuil et à l'injustice.
Sa retenue, sa dignité douloureuse, contrastent violemment avec la furie destructrice de Soyin. Il représente une sagesse traditionnelle qui comprend la vanité de la vengeance et la nécessité de préserver son humanité. Sa scène avec Soyin, où il lui demande presque de renoncer, constitue un moment de grâce émotionnelle rare dans ce récit implacable. La sœur de Kyung Se-hul, personnage mineur mais significatif, introduit l'idée que le monstre peut avoir une famille, des liens qui compliquent la vision manichéenne. Les victimes anonymes de Kyung Se-hul, brièvement mais efficacement caractérisées, rappellent constamment le coût humain concret de la traque obsessionnelle de Soyin. Les collègues de ce dernier, qui apparaissent fugitivement, montrent son détachement progressif du monde professionnel et social. Ces figures secondaires servent de repères moraux et de contrepoints essentiels à la dynamique destructrice des deux protagonistes principaux. L'étude des décors et des lieux révèle une dimension géographique essentielle à la narration. La Corée du film est un espace fragmenté, traversé de zones d'ombre où la violence peut se déployer impunément. Les autorités nocturnes, désertes et éclairées de lueurs artificielles, deviennent des couloirs de fuite et de poursuite. Les espaces domestiques, qu'ils soient l'appartement moderne de Soyin ou la maison sordide des cannibales, perdent leur fonction protectrice pour devenir des pièges. Les zones industrielles désaffectées, avec leur architecture délabrée, fournissent un décor apocalyptique approprié aux affrontements ultimes. Les paysages naturels, notamment les forêts et les champs enneigés, offrent une beauté mélancolique qui accentue la solitude des personnages. La ville elle-même semble souvent vide, comme vidée de sa substance humaine normale, reflétant l'isolement psychologique des protagonistes. Cette géographie narrative soigneusement construite participe activement à la création de l'atmosphère unique du film. Et la temporalité du récit mérite une attention particulière, tant elle contribue à l'impact émotionnel. Le film couvre une période indéterminée mais suffisamment longue pour que la transformation des personnages soit crédible. Le rythme alterne entre des moments de tension extrême, souvent prolongés, et des séquences plus contemplatives où les conséquences des actes violents sont assimilées. L'ellipse est utilisée avec parcimonie, privilégiant souvent la durée réelle des actions pour en accentuer le poids. La répétition des cycles de capture et de relâchement crée un effet de ritournelle cauchemardesque. Le temps semble à la fois s'étirer pendant les scènes de torture et se contracter pendant les courses-poursuites. Cette manipulation subtile de la temporalité contribue à désorienter le spectateur, l'engageant dans l'expérience psychologique des personnages. Les rares moments de répit, comme la séquence dans l'appartement de Soyin, sont empreints d'une mélancolie pesante qui annonce les orages à venir. Le film évite ainsi tout sensationnalisme facile, préférant installer une tension sourde et durable. L'examen de la relation entre le son et l'image révèle une synesthésie calculée. Les moments de silence complet sont rares mais stratégiquement placés pour maximiser leur impact dramatique. Les bruits corporels, respirations haletantes, battements de cœur suggérés, sont souvent mis en avant pendant les scènes de tension. La bande-son environnementale, particulièrement soignée, crée une immersion acoustique totale dans les différents lieux du récit. Les rares moments de musique diégétique, comme la radio dans la voiture, contrastent violemment avec l'horreur des situations. Le mixage sonore privilégie souvent les fréquences basses, créant une rumeur menaçante en arrière-plan. Les cris, tantôt étouffés tantôt déchirants, sont traités avec un réalisme qui évite toute théâtralité excessive. Cette approche sonore globale contribue à faire de He Saw the Devil une expérience sensorielle totale, où l'ouïe est tout aussi sollicitée que la vue. La question du genre cinématographique se pose avec une acuité particulière pour ce film inclassable. Bien qu'enraciné dans la tradition du thriller vengeur coréen, il transcende les codes du genre par sa complexité psychologique et morale. Des éléments de films d'horreur, particulièrement présents dans la séquence des cannibales, viennent perturber la linéarité du récit. Certaines scènes de poursuite empruntent aux films d'action traditionnels, mais pour les subvertir immédiatement par leur issue tragique. La dimension policière, incarnée par les recherches officieuses de Soyin, est constamment mise à distance par son comportement de plus en plus hors la loi. Le mélodrame, sous-jacent dans la relation à la mémoire de Ju-yoon, est systématiquement refoulé au profit d'une froideur émotionnelle. Cette hybridité générique reflète la nature composite et insaisissable du mal que le film cherche à représenter. Elle participe également au sentiment de désorientation et d'instabilité qui caractérise l'expérience de visionnage. L'analyse des plans et du cadrage dévoile un travail formel d'une grande précision. Les plans larges, souvent utilisés pour les extérieurs, accentuent l'isolement et la vulnérabilité des personnages dans des espaces hostiles. Les gros plans sur les visages, particulièrement ceux de Choi Min-sik, capturent des micro-expressions d'une intensité rare. Les plans subjectifs, notamment pendant les scènes de poursuite, plongent le spectateur dans la perspective des personnages. Les cadres dans le cadre, utilisés pour créer des effets de claustrophobie ou de surveillance, abondent dans la mise en scène.
Les mouvements de caméra, souvent fluides et imperceptibles, contrastent avec la soudaineté des violences. La profondeur de champ est fréquemment exploitée pour créer des arrière-plans inquiétants ou révéler progressivement une menace. Ces choix de cadrage et de composition ne sont jamais gratuits mais servent systématiquement la narration et l'expression des états psychologiques. La réception critique internationale du film a oscillé entre l'admiration pour sa maîtrise technique et des réserves sur sa violence extrême. Les festivals de cinéma, notamment Sundance, l'ont reconnu comme une œuvre majeure du cinéma asiatique contemporain. Certains critiques occidentaux ont eu du mal à accepter le niveau de violence graphique, y voyant parfois une forme de gratuité. D'autres ont salué précisément ce refus d'édulcorer la réalité de la violence et ses conséquences. La performance de Choi Min-sik a été universellement acclamée comme l'une des grandes incarnations du mal au cinéma. Le film a souvent été comparé à Seven de David Fincher ou à Old Boy de Park Chan-wook, mais avec une radicalité morale qui lui est propre. En Corée, il a suscité des débats sur la censure et les limites de la représentation, entraînant des coupes pour sa sortie en salle. Son héritage est perceptible dans toute une vague de thrillers asiatiques qui ont emboîté le pas de son approche frontale. Les études universitaires sur le cinéma coréen lui accordent désormais une place centrale dans l'évolution du genre. Et la dimension philosophique du film dépasse largement le cadre d'un simple divertissement. La question que faut-il faire face au mal absolu y est traitée avec une radicalité rare. Le film explore les limites de l'humanisme face à une inhumanité qui refuse tout dialogue. La notion de justice y est présentée comme une construction sociale impuissante à contenir certaines formes de mal individuel. Le dilemme entre l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction est au cœur du parcours de So-yeon. La fin du film, avec son nihilisme accablant, interroge la possibilité même d'une sortie éthique face à l'horreur. Cette profondeur philosophique, alliée à une maîtrise cinématographique rare, explique pourquoi I Saw the Devil continue de fasciner et de troubler des années après sa sortie. Il reste une expérience cinématographique totale, qui engage le spectateur bien au-delà du simple frisson. Le travail des acteurs principaux mérite une analyse détaillée tant il est au cœur de la réussite du film. Choi Min-sik, revenu au cinéma après une pause, livre une performance considérée par beaucoup comme la plus intense de sa carrière. Son incarnation de Kyung Se-hul est un modèle de physicalité expressive, où chaque geste, chaque regard participe à la construction du personnage. Il parvient à rendre crédible la transition entre une apparence normale et des explosions de sauvagerie absolue. Lee Byung-hun, en contrepoint, offre une performance beaucoup plus intériorisée mais tout aussi puissante. Sa capacité à exprimer la douleur, la colère froide et la désintégration progressive de son humanité est remarquable. La chimie entre les deux acteurs est électrique, créant des scènes de confrontation d'une intensité rare. Leur différence de jeu, l'un expansif et animal, l'autre retenu et implosif, en reflètent parfaitement la dialectique du récit. Les acteurs secondaires, bien que moins présents, apportent une crédibilité et une humanité essentielle à l'équilibre général. L'étude des costumes et de l'apparence physique des personnages révèle un souci du détail significatif. So-yeon, d'abord vêtu de costumes professionnels impeccables, voit sa tenue se dégrader progressivement au fil de sa descente aux enfers. Kyung Se-hul, au contraire, porte des vêtements ordinaires qui renforcent son camouflage social. Les traces de violence sur les corps, blessures, ecchymoses, salissures sont maintenues d'une scène à l'autre avec un réalisme cohérent. La transformation physique de So-yeon, marquée par la fatigue et l'épuisement, est rendue de manière subtile mais perceptible. Les accessoires, notamment les armes et les outils de torture, sont choisis pour leur simplicité et leur efficacité dramatique. Le sang, omniprésent, est utilisé avec une variété de textures et de couleurs qui en renforcent le réalisme. Ces éléments de design contribuent à ancrer le récit dans une matérialité concrète qui accentue l'impact émotionnel. L'analyse des dialogues et des silences est essentielle pour comprendre la dynamique entre les personnages. Les échanges verbaux entre So-yeon et Kyung Se-hul sont rares mais d'une densité exceptionnelle. Chaque réplique fonctionne comme une attaque visant à miner la position morale de l'adversaire. Les monologues de Kyung Se-hul, particulièrement lors de ses moments de mégalomanie, révèlent une philosophie nihiliste rudimentaire mais cohérente. Les silences de So-yeon sont tout aussi éloquents que ses paroles, trahissant une douleur et une détermination inexprimables. Les moments où les personnages communiquent par la seule violence sont souvent les plus significatifs. Les dialogues avec les personnages secondaires, notamment le père de Ju-yoon, introduisent une humanité et une complexité morale absentes des échanges principaux. Cette économie verbale contribue à l'atmosphère de tension permanente et à la puissance des rares moments de parole. La place de la technologie dans le récit est un aspect souvent négligé mais significatif. So-yeon utilise les ressources des services secrets aux localisations GPS, surveillance électronique, pour traquer Kyung Se-hul de manière méthodique.
Cette technologie moderne contraste violemment avec la violence primitive et charnelle qui constitue le cœur du conflit. Les scènes où So-Yeon écoute les crimes de Kyung-Se-Hul à distance introduisent une dimension de torture psychologique supplémentaire. Les moyens de communication, téléphone portable, radio, sont utilisés de manière stratégique dans les poursuites. Cette intrusion de la haute technologie dans un récit fondamentalement archaïque crée une dissonance intéressante. Elle souligne le paradoxe d'un état hypertechnologique impuissant face aux pulsions les plus primitives de l'individu. Le film suggère ainsi que le mal qu'incarne Kyung-Se-Hul est d'une nature qui échappe à toute maîtrise technique. L'examen des influences cinématographiques permet de situer Isao the Devil dans une lignée artistique. Les références au cinéma de vengeance coréen, de The Man from Nowhere à Sympathie for Monsieur Vengeance, sont évidentes mais retravaillées. Des échos au cinéma d'horreur américain, notamment The Silence of the Lambs pour la relation prédateur-proie, sont perceptibles. La structure cyclique rappelle certains films de Sergio Leone ou de samouraïs japonais. L'esthétique visuelle montre l'influence du cinéma néo-noir asiatique des années 2000. Cependant, Kim Ji-won synthétise ses influences en un style parfaitement personnel et cohérent. Le film dialogue également avec la tradition littéraire de la tragédie de la vengeance, de Shakespeare au romantique noir. Cette richesse intertextuelle contribue à la densité de l'œuvre sans jamais tomber dans le pastiche. La construction des scènes clés mérite une analyse séparée pour en comprendre l'efficacité dramatique. La scène d'ouverture, avec sa tension croissante et sa violence soudaine, est un modèle de mise en scène anxiogène. La première capture de Kyung-Se-Hul et la scène du tendon d'Achille établissent immédiatement les règles du jeu sadique imaginé par So-Yeon. La séquence dans l'auto-école, avec son mélange de suspense et d'humour noir, montre la versatilité tonale du film. L'affrontement dans la maison des cannibales constitue un sommet d'horreur physique et psychologique. La scène finale, avec son exécution méthodique et ses larmes silencieuses, reste l'une des conclusions les plus bouleversantes du cinéma contemporain. Chacune de ces scènes clés est construite avec une précision mathématique, chaque plan servant à la fois l'avancée du récit et l'approfondissement psychologique. Leur enchaînement crée une progression inexorable vers le désespoir final. L'exploration des motifs récurrents la neige, le sang, les véhicules révèle une cohérence symbolique remarquable. La neige, présente du premier au dernier plan, évolue dans sa signification. Pureté originelle, linceul, élément nettoyeur illusoire, paysage du vide existentiel. Le sang sur la neige constitue une image choc qui résume toute la dialectique du film. Les véhicules, espaces clos de violence et de confrontation, deviennent des extensions métalliques des corps des personnages. Les couloirs et les portes, omniprésents, figurent les passages entre différents états psychologiques et moraux. Les miroirs, utilisés avec parcimonie, interrogent l'identité et la fragmentation du moi. Ces motifs tissent un réseau symbolique dans ce qui enrichit considérablement les lectures possibles du film. L'étude du rythme et de la structure temporelle montre une maîtrise exceptionnelle de la tension narrative. Le film alterne habilement des séquences de tension extrême et des moments de respiration plus contemplatifs. La durée réelle des scènes de violence est souvent prolongée, refusant l'ellipse facile pour en accentuer l'impact. Les cycles de capture-relâchement créent un rythme répétitif mais jamais monotone, chaque répétition approfondissant la dégradation morale. Le montage, souvent décrit comme implacable, maintient une pression constante sur près de 2h30. Cette manipulation du temps contribue à l'immersion totale du spectateur dans l'expérience cauchemardesque des personnages. Elle participe également à l'effet de désorientation et de fatigue émotionnelle qui caractérise le visionnage. L'analyse des couleurs et de la lumière révèle un travail pictural sophistiqué. La palette dominante, dans les tons bleutés et gris, contribue à l'atmosphère froide et mélancolique. Les éclats de rouge vif, lors des scènes de violence, créent des points de focalisation visuels choquants. L'éclairage, souvent contrasté, sculpte les visages et les espaces avec une expressivité remarquable. Les scènes nocturnes, majoritaires, exploitent toutes les nuances de l'obscurité et des lumières artificielles. Les quelques séquences diurnes, souvent sous une lumière grise et diffuse, n'apportent aucun réconfort. Cette approche chromatique cohérente participe à la construction d'un univers visuel immédiatement reconnaissable. Elle renforce également la dimension picturale du film, souvent comparée à certaines œuvres de la peinture expressionniste. La place du corps dans le film est un sujet d'étude essentiel. Le corps souffrant, mutilé, vulnérable, est au centre de la réflexion morale et esthétique. La représentation de la douleur physique est traitée avec un réalisme clinique qui refuse toute esthétisation. Les séquences de torture mettent en scène la matérialité du corps, ses limites et sa résistance. Le contraste entre la force physique de Kyung-Se-Hul et la détermination méthodique de So-Yeon est au cœur de leur affrontement. Les transformations corporelles au fil du récit aux fatigues, blessures, salissures trahissent l'évolution psychologique.
Le corps féminin, principalement à travers Ju-yoon et les autres victimes, est présenté comme un lieu de vulnérabilité absolue. Cette attention portée à la corporéité contribue à l'impact viscéral du film et à son réalisme troublant. L'examen des relations familiales éclaire un aspect important de la psychologie des personnages. La relation de So-yeon avec la famille de Ju-yoon, notamment son père, montre son isolement progressif. La famille de Kyung-se-hul, brièvement évoquée, introduit l'idée que le monstre peut avoir des attaches humaines. La relation paternelle, réelle ou symbolique, est un motif sous-jacent important. La famille des cannibales, parodie grotesque de la cellule familiale, représente l'aboutissement ultime de la perversion des liens. Ces éléments familiaux, bien que secondaires, enrichissent la caractérisation des personnages principaux. Ils introduisent également une dimension sociologique à la réflexion sur les origines et les manifestations du mal. L'analyse des moyens cinématographiques utilisés pour créer la peur et le malaise est instructive. Le film privilégie une peur fondée sur la tension psychologique plutôt que sur le jump-scare facile. Le malaise naît souvent de la prolongation de scènes inconfortables bien au-delà de ce qui est habituel. L'identification fluctuante du spectateur, tantôt avec So-yeon, tantôt avec ses victimes, crée une position éthique inconfortable. L'utilisation du hors-champ, particulièrement efficace dans les scènes de poursuite, génère une anxiété permanente. La violence, toujours annoncée et rarement soudaine, produit une anticipation douloureuse. Ces choix esthétiques contribuent à faire de Isao the Devil une expérience cinématographique aussi éprouvante que fascinante. La réflexion sur la justice et la légalité constitue un thème majeur du film. So-yeon, en refusant de livrer Kyung-se-hul à la justice institutionnelle, rejette l'ordre social qu'il est censé représenter. Son entreprise de vengeance personnelle pose la question des limites de l'action individuelle face au crime. Le film montre l'impuissance des mécanismes légaux à apporter une satisfaction face à certains crimes. La transformation de So-yeon en bourreau interroge la frontière entre justice et vengeance. La fin du film, avec son vide juridique et moral, suggère l'échec de toutes les formes de justice. Cette réflexion complexe sur la loi, l'éthique et la violence légitime donne au film une résonance philosophique durable. L'étude de la musique et des sons non musicaux révèle une dimension essentielle de l'expérience filmique. La partition de Moog évite soigneusement le mélodrame pour privilégier une approche plus abstraite et suggestive. Les silences musicaux, stratégiquement placés, créent des poches de tension pure. Les bruits ambiants au vent, neige, moteur sont traités avec un soin égal à celui de la musique. Les sons corporels en respiration, battements de cœur, impact sont souvent amplifiés pour renforcer l'immersion. Cette approche sonore globale contribue à faire du film une expérience sensorielle totale. Elle participe également à la construction de l'atmosphère unique, entre réalisme brut et poésie sombre. L'analyse des scènes de transition et des ellipses montre une maîtrise narrative exceptionnelle. Les passages d'un cycle à l'autre sont souvent assurés par des mouvements de caméra fluides et des raccords subtils. Les ellipses temporelles, peu nombreuses, sont toujours motivées par la nécessité narrative ou psychologique. Les transitions entre les différents lieux géographiques contribuent à donner une dimension épique à la traque. Le montage, souvent décrit comme implacable, préserve pourtant une certaine respiration entre les scènes de violence. Cette attention portée à la fluidité narrative contraste avec la fragmentation psychologique des personnages. Elle témoigne d'un contrôle absolu de la part du réalisateur sur son matériau. L'examen des références culturelles coréennes permet de contextualiser le film dans son environnement d'origine. Certains aspects de la violence peuvent être lus à la lumière de l'histoire récente de la Corée. La critique implicite de l'appareil d'État résonne avec des préoccupations sociales contemporaines. Les paysages urbains et ruraux dessinent une géographie spécifiquement coréenne de la modernité et de la tradition. Les relations familiales, bien qu'universelles, sont traitées avec des codes culturels précis. Cette dimension culturelle, sans être essentialisante, enrichit la portée du film au-delà du simple thriller universel. Elle contribue à faire de Isao the Devil une œuvre à la fois locale et globale. La construction des personnages féminins, bien que limitée, mérite attention. Ju-yoon, bien que principalement présente comme souvenir, influence constamment les actions de So-yeon. Les autres victimes féminines de Kyung-se-hul sont caractérisées avec suffisamment de précision pour éviter toute abstraction. La sœur de Kyung-se-hul, personnage mineur, introduit une complexité dans la perception du tueur. L'absence quasi totale de personnages féminins actifs reflète peut-être la nature exclusivement masculine du conflit central. Cette représentation, qui a pu faire l'objet de critiques, s'inscrit dans les codes du genre tout en les interrogeant indirectement. L'étude des motifs architecturaux et des espaces construits révèle une dimension symbolique importante. Les maisons, qu'elles soient modernes ou traditionnelles, perdent leur fonction protectrice pour devenir des pièges.
Les bâtiments industriels désaffectés fournissent un décor apocalyptique approprié aux confrontations ultimes. Les véhicules, espaces clos et mobiles, deviennent des extensions métalliques des corps des personnages. Les couloirs, omniprésents, figurent les passages entre différents états psychologiques. Cette attention portée à l'architecture contribue à l'atmosphère de claustrophobie et de menaces diffuses. L'analyse des plans séquences et des longs travelling montre une maîtrise technique exceptionnelle. Certaines scènes de poursuite sont filmées en plans séquences complexes qui préservent la continuité spatiale. Les travelling avant ou arrière sont utilisés pour créer des effets de tension ou de révélation progressive. Ces choix formels, toujours motivés narrativement, témoignent d'une confiance dans le pouvoir de l'image en mouvement. Ils contribuent également à l'immersion du spectateur dans l'espace du récit. Cette virtuosité technique, jamais gratuite, sert systématiquement l'expression dramatique. La réflexion sur la nature du mal et de l'humanité constitue le cœur philosophique du film. Kyung Se-hul représente une vision du mal comme force autonome, indépendante de toute causalité psychologique ou sociale. So-yeon incarne la vulnérabilité de l'humanité face à cette force, et sa capacité à se pervertir au contact de celle-ci. Le film refuse toute explication facile, préférant maintenir le mal dans son altérité radicale. La question qu'est-ce qu'être humain traverse littéralement tout le récit. La fin, avec son nihilisme accablant, suggère l'impossibilité de préserver son humanité face à certaines épreuves. Cette radicalité philosophique explique pourquoi le film continue de troubler et de fasciner. L'examen des scènes de dialogue, rares mais denses, révèle une économie verbale significative. Les échanges entre So-yeon et Kyung Se-hul fonctionnent comme des duels où chaque réplique est une arme. Les monologues de Kyung Se-hul, lors de ces moments de mégalomanie, révèlent une philosophie nihiliste cohérente. Les silences de So-yeon sont souvent plus éloquents que ses paroles. Les dialogues avec les personnages secondaires introduisent des perspectives morales différentes. Cette rareté de la parole renforce l'importance de chaque mot prononcé. Elle contribue également à l'atmosphère de tension permanente et de communication impossible. L'analyse des références intertextuelles et cinéphiliques enrichit la lecture du film. Les échos au cinéma de vengeance coréen sont nombreux mais retravaillés de manière personnelle. Des références au cinéma d'horreur américain et japonais sont perceptibles dans certaines séquences. La structure narrative rappelle parfois les tragédies élisabéthaines ou les romans noirs. Ces références, jamais ostentatoires, témoignent d'une culture cinématographique riche et assimilée. Elles participent à la densité de l'œuvre sans jamais nuire à son originalité. Le film dialogue ainsi avec toute une tradition tout en affirmant sa singularité. L'étude de la réception française du film montre des particularités intéressantes. La critique française a souvent salué la maîtrise technique et la profondeur morale de l'œuvre. Le public français, habitué à un cinéma asiatique exigeant, a largement adopté le film malgré sa violence. Les débats sur la censure et les limites de la représentation ont trouvé un écho particulier en France. Le film a contribué à consolider l'intérêt du public français pour le cinéma coréen contemporain. Son succès a ouvert la voie à la distribution d'autres œuvres aussi exigeantes. Cette réception témoigne de la capacité du film à transcender les barrières culturelles. La réflexion sur la fin du film et son interprétation possible mérite un développement particulier. Les larmes de So-yeon peuvent être lues comme l'expression d'un vide absolu, d'un échec existentiel total. Le cycle de la violence semble se refermer sur lui-même, sans possibilité de rédemption ou de catharsis. La neige qui tombe sur un homme détruit évoque une purification impossible, un pardon inaccessible. Le titre trouve ici sa pleine signification. So-yeon a rencontré le diable, et le diable l'a habité. Cette conclusion d'une radicalité rare dans le cinéma grand public refuse tout happy end ou consolation. Elle laisse le spectateur face à des questions éthiques et existentielles sans réponse facile. L'analyse de l'héritage du film et de son influence sur le cinéma contemporain est déjà significative. De nombreux thrillers asiatiques et occidentaux ont emboîté le pas de son approche frontale de la violence. Sa structure narrative cyclique a été imitée dans divers contextes génériques. Les performances d'acteurs, particulièrement celles de Choi Min-sik, ont établi de nouveaux standards d'intensité. Le film est régulièrement cité dans les études sur le cinéma de vengeance et la représentation du mal. Son statut de classique du cinéma coréen est déjà solidement établi. Cette postérité témoigne de la puissance et de l'originalité d'une œuvre qui continue de fasciner et de troubler. Le cinéaste Kim Ji-won orchestre une descente aux enfers dont la froideur méthodique constitue le premier vecteur d'horreur. L'univers qu'il dépeint semble vidé de toute chaleur humaine, baignant dans des tonalités bleutées et des éclairages cliniques qui renforcent l'impression d'un monde moralement déserté. Cette esthétique glaciale opère comme un révélateur de l'intériorité des personnages, dont les émotions semblent avoir été congelées par le traumatisme ou la perversion. Les espaces urbains,
souvent déserts et éclairés par la lueur anémique des réverbères, deviennent des labyrinthes où se joue une chasse sans merci. La campagne enneigée, quant à elle, offre un décor d'une beauté mélancolique qui accentue paradoxalement la brutalité des événements. Cette maîtrise de l'atmosphère participe activement à l'immersion du spectateur dans un cauchemar éveillé où le réel semble avoir perdu toute consistance rassurante. La violence surgit ainsi dans un vide sensoriel et éthique qui la rend d'autant plus insoutenable et dépourvue de sens. Chaque plan semble calculé pour créer un malaise durable, une sensation de précarité existentielle qui contamine progressivement le regardeur. Le film érige la retenue esthétique en principe générateur de terreur, prouvant que l'horreur la plus profonde naît souvent de la suggestion et de l'attente bien plus que de l'exhibition gratuite. Et la performance de Choi Min-sik transcende la simple incarnation d'un antagoniste pour atteindre des sommets d'expressivité organique et troublante. Son interprétation de Jang Kyung-chul pulse d'une énergie animale qui semble défier les cadres mêmes de la représentation réaliste. L'acteur parvient à rendre palpable la jouissance perverse que son personnage éprouve à exercer sa domination absolue sur les corps et les esprits. Ces silences sont chargés d'une menace bien plus tangible que ces explosions de violence, créant des moments de tension presque insoutenables. La physicalité qu'il déploie, démarche nonchalante se transformant soudain en fulgurance prédatrice, constitue une leçon de cinéma corporel. Son regard, capable de passer d'une vacuité inquiétante à une intensité meurtrière en un clignement, fonctionne comme un véritable instrument de terreur psychologique. La manière dont il module sa voix, tantôt chuchotements insidieux, tantôt rugissements bestiaux, complète ce portrait d'une inhumanité parfaitement maîtrisée dans son expression. Cette incarnation dépasse le cadre du personnage de film pour atteindre une dimension archétypale, celle du mal comme force pure, dépourvue de motivation compréhensible et donc d'autant plus terrifiante. Choi Min-sik ne joue pas un monstre, il en devient l'incarnation charnelle, au point que la frontière entre l'acteur et le rôle semble parfois s'abolir dans les moments les plus intenses. En contrepoint absolu, Lee Byung-hun élabore une performance d'une retenue héroïque où chaque émotion est intériorisée jusqu'à la douleur muette. Son Kim So-yeon évolue selon une trajectoire d'effritement progressif dont la pudeur expressive rend le processus d'autant plus déchirant. L'acteur communique l'obsession et la détresse principalement par des micro-expressions faciales, des regards fuyants, une rigidité corporelle qui trahit une tension intérieure à la limite de la rupture. Sa transformation d'agent de l'état méthodique en justicier dévoré par la vengeance est rendue avec une crédibilité psychologique remarquable. La froideur calculatrice qu'il adopte initialement laisse place par degrés à une rage de plus en plus incontrôlée, sans jamais tomber dans la démonstration théâtrale. La scène finale où il éclate en sanglots constitue l'aboutissement tragique de cette lente désintégration, une libération émotionnelle qui arrive trop tard pour sauver son humanité. Lee Byung-hun excelle dans l'art de suggérer bien plus qu'il ne montre, faisant du spectateur le témoin complice de sa descente aux enfers. Son jeu crée une identification paradoxale. On comprend sa douleur tout en étant horrifié par ses méthodes, qui participent activement à l'ambivalence morale du film. Cette performance sobre et puissante forme le parfait pendant à l'exubérance démoniaque de Choi Min-sik, créant un duel d'acteurs d'une intensité rare. La structure narrative cyclique imaginée par le scénariste Park Eun-joon représente une innovation formelle majeure dans le genre du thriller vengeur. En faisant du vengeur un metteur en scène sadique qui capture et relâche sa proie à plusieurs reprises, le film explore les implications morales et psychologiques d'une vengeance prolongée. Chaque cycle de capture-torture-relâchement approfondit la dégradation éthique de So-yeon tout en offrant à Kyung-chul de nouvelles occasions de nuire. Cette mécanique implacable fonctionne comme une métaphore de l'engrenage vindicatif qui consume progressivement celui qui s'y abandonne. Le rythme haletant que cette structure impose maintient une tension permanente, le spectateur sachant que chaque répit n'est qu'une préparation à la prochaine confrontation. Cette approche permet également d'explorer différents milieux sociaux et géographiques de la Corée contemporaine, dessinant une cartographie du mal qui traverse toutes les couches de la société. La répétition des schémas narratifs crée un effet hypnotique et cauchemardesque, renforçant l'idée que les personnages sont pris dans un piège dont ils ne peuvent s'échapper. Cette construction circulaire évoque les tragédies grecques où la vengeance engendre inéluctablement de nouvelles violences, dans un cycle sans fin. La bande-son composée par Moog mérite une analyse approfondie tant elle participe à l'architecture émotionnelle et sensorielle du film. Loin de se contenter d'accompagner les images, la partition dialogue constamment avec elles, tantôt en contrepoint, tantôt en renforcement des émotions. Les moments de silence complet sont stratégiquement placés pour maximiser l'impact des scènes de violence ou créer une anxiété sourde. Les thèmes musicaux principaux, souvent portés par des cordes aux harmonies déchirantes, possèdent une qualité à la fois élégiaque et menaçante. L'utilisation des bruits ambiants, le crissement des pneus sur la neige, le gémissement du vent dans les paysages désolés, contribuent à créer une atmosphère d'isolement et de menace diffuse.
Les scènes d'action sont parfois accompagnées de percussions frénétiques qui exacerbent la sensation de chaos, ou au contraire privées de musique pour en souligner le réalisme cru et dépouillé. Cette approche sonore sophistiquée témoigne d'une réflexion approfondie sur la place de l'auditif dans l'expérience cinématographique globale. Elle évite avec intelligence les pièges du mélodrame facile, préférant des compositions subtiles qui suggèrent plutôt qu'elles n'imposent les émotions. La musique finale, d'une simplicité bouleversante, contraste violemment avec les compositions plus complexes du reste du film, soulignant ainsi le vide existentiel auquel aboutit le protagoniste. L'exploration des thématiques morales dans Isao the Devil dépasse largement le cadre conventionnel du thriller pour atteindre une dimension proprement philosophique. Le film procède à une déconstruction systématique du fantasme du justicier qui restaurerait l'ordre par la violence. Chaque étape de la quête de So-Yin le rapproche un peu plus de l'identité monstrueuse de sa cible, invalidant ainsi toute prétention à une supériorité morale. La question centrale n'est pas de savoir si la vengeance est justifiée, mais plutôt ce qu'elle transforme celui qui l'exerce en profondeur. La notion de justice est présentée comme une construction sociale impuissante face à la radicalité du mal individuel incarné par Kyung Se-hul. Le refus de So-Yin de recourir aux institutions légales révèle une défiance profonde envers les mécanismes collectifs de régulation, mais aussi une illusion tragique sur sa capacité à administrer lui-même un châtiment proportionné. Son entreprise solitaire l'isole progressivement du reste de l'humanité, le transformant en une entité hybride entre l'agent de l'État et le criminel. Le film interroge avec une lucidité impitoyable les limites de l'endurance psychologique face à l'horreur, montrant comment la confrontation prolongée avec l'abjection finit par contaminer l'âme. Cette vision profondément pessimiste de la nature humaine constitue le cœur intellectuel de l'œuvre. La représentation de la violence physique et psychologique fait l'objet d'un traitement à la fois réaliste et réflexif qui la distingue des productions purement exploitation. Les séquences de torture sont filmées avec une attention clinique aux détails corporels, refusant toute esthétisation glamour ou jouissive. Le montage, souvent plus lent qu'attendu dans ce type de scène, laisse le temps au spectateur de mesurer l'ampleur de la douleur et de la dégradation infligée. Les effets spéciaux, d'un réalisme saisissant, contribue à une sensation de proximité inconfortable avec la souffrance représentée. Cette approche frontale vise moins à provoquer l'effroi facile qu'à engager une réflexion sur notre propre rapport à la violence médiatique et ses représentations. Le film met en scène la matérialité du corps vulnérable, ses limites et sa résistance, avec une objectivité presque scientifique qui en renforce l'impact. La répétition des actes violents au fil des cycles narratifs crée une forme d'accoutumance progressive chez le spectateur, reflétant peut-être le processus de désensibilisation que traverse le protagoniste. La violence sexuelle, bien que principalement suggérée plutôt que montrée explicitement, pèse d'une présence menaçante constante tout au long du récit. Cette représentation sans concession a naturellement suscité des débats éthiques sur les limites de la représentation cinématographique. La dimension sociopolitique sous-jacente, bien que subtile, mérite une attention particulière car elle enrichit considérablement la portée du récit. Le contraste entre l'efficacité technologique de l'appareil d'État, dont So-Yin est un représentant, et son impuissance face au mal individuel est significatif d'une certaine crise des institutions modernes. La Corée contemporaine dépeinte dans le film apparaît comme un espace de fracture sociale où la violence peut surgir de manière imprévisible, échappant au cadre de contrôle habituel. Les différents milieux traversés, des quartiers résidentiels aisés aux zones industrielles déshéritées, dessinent une géographie du danger et de l'injustice qui traverse toutes les classes sociales. Le personnage de Kyung Se-hul, apparemment issu d'un milieu modeste, pourrait incarner une forme de rage sociale canalisée de manière destructrice, bien que le film refuse toute explication sociologique réductrice. Les complices qu'il fréquente, notamment le tueur cannibale, représentent une humanité marginale et régressive qui existe en marge de la modernité coréenne triomphante. Le film évite cependant tout déterminisme social simpliste, montrant avec pertinence que le mal peut habiter et se déployer dans n'importe quel environnement. Ces éléments contextuels, bien qu'en arrière-plan, donnent au récit une épaisseur et une pertinence qui dépassent le simple cadre du thriller psychologique. L'évolution psychologique de Kim So-Yin suit une trajectoire de déshumanisation progressive qui constitue la véritable colonne vertébrale dramatique du film. Chaque étape de sa vengeance le dépouille d'une part de son identité sociale et morale antérieure, transformant l'agent des services secrets en bourreau obsessionnel. Sa transformation n'est pas linéaire mais procède par paliers successifs, chaque nouvelle confrontation avec Kyung Se-hul l'enfonçant un peu plus dans l'abîme éthique. Les rares moments où il semble hésiter ou éprouver des remords sont rapidement étouffés par une détermination de plus en plus fanatique et exclusive. Son rapport au temps se modifie radicalement, l'urgence absolue de sa quête effaçant toute perspective à long terme ou tout projet de vie au-delà de la vengeance.
Sa relation avec la mémoire de sa fiancée Ju-yoon évolue également de manière significative, passant progressivement d'un souvenir douloureux mais vivifiant à un prétexte justifiant toutes les exactions. L'obsession finit par remplacer complètement le deuil, devenant une fin en soi plutôt qu'un moyen de faire son travail de mémoire. Son apparence physique se dégrade subtilement mais inexorablement au fil du film, trahissant l'épuisement extrême et les tensions qui le dévorent. Cette descente aux enfers psychologiques est rendue avec une finesse et une crédibilité remarquables par le scénario et la performance de Lee Byung-hun. Le contrepoint dialectique entre les deux protagonistes fonctionne selon une logique de la ressemblance dans la différence qui constitue l'un des aspects les plus riches du film. Plus So-yeon traque Kyung-se-hul avec acharnement, plus il adopte des méthodes et une mentalité qui rapprochent leur mode d'être au monde. Le tueur lui-même perçoit et dénonce constamment cette convergence troublante, l'exprimant à plusieurs reprises par des remarques provocatrices qui font office de révélations douloureuses. Pourtant, des différences fondamentales persistent malgré tout. So-yeon reste initialement motivé par une forme dévoyée d'amour et de douleur, tandis que Kyung-se-hul est mû par un pur narcissisme destructeur et un mépris absolu pour autrui. Le premier cherche à imposer une forme de justice, même profondément pervertie, alors que le second ne reconnaît aucune loi en dehors de la satisfaction immédiate de ses pulsions. Leur rapport au corps de l'autre est également distinct dans sa finalité. So-yeon inflige des souffrances calculées pour provoquer une prise de conscience chez sa victime, tandis que Kyung-se-hul ne voit dans les corps que de la matière à détruire pour son propre plaisir. Cette relation spéculaire complexe et ambiguë est au cœur de la richesse psychologique et morale du film. Leur dialogue, rare mais d'une densité et d'une acuité exceptionnelle, fonctionne comme des duels verbaux où chaque réplique cherche à miner la position éthique de l'adversaire. Le film évite soigneusement de faire de l'un une simple antithèse de l'autre, préférant explorer les zones grises et les points de contact de leur confrontation mortelle. La séquence dans la maison des tueurs cannibales représente un point de basculement narratif et thématique majeur qui élargit considérablement l'univers moral du film. Cet épisode introduit une violence encore plus primitive et désorganisée que celle de Kyung-se-hul, plongeant So-yeon dans un cauchemar absolu qui dépasse tout ce qu'il avait imaginé. La scénarisation de cette séquence exploite brillamment les codes du film d'horreur survivaliste, créant un suspense presque insoutenable et une terreur viscérale. La caractérisation des cannibales, à la fois grotesque dans son excès et terriblement crédible dans sa sauvagerie, élargit le paysage du mal bien au-delà de la psychopathie individuelle. Leur domesticité pervertie, la table méticuleusement mise pour un repas anthropophage, constitue une image d'une puissance symbolique rare, synthétisant toute la dialectique du film entre normalité apparente et monstruosité cachée. Cette séquence fonctionne comme une épreuve initiatique ultime pour So-yeon, le confrontant à une abjection si radicale qu'elle menace de dissoudre les derniers restes de son humanité. Sa lutte pour survivre dans cet environnement cauchemardesque prend des allures de combat mythique contre des forces chtoniennes qui semblent incarner le mal absolu. La violence y atteint un paroxysme à la fois physique et psychologique qui repousse les limites de ce que le spectateur peut endurer, créant un sentiment d'épuisement partagé avec le protagoniste. L'utilisation systématique des motifs récurrents et de la symbolique visuelle témoigne d'une sophistication formelle et intellectuelle remarquable. La neige, présente du premier au dernier plan du film, évolue constamment dans sa signification symbolique. Pureté originelle et virginale, linceul funéraire, élément purificateur illusoire, et enfin paysage métaphorique d'un désert émotionnel et moral. Le sang sur la neige constitue une image choc qui résume à elle seule toute la dialectique du film entre beauté formelle et horreur substantielle, entre apparence et réalité. Les véhicules, et particulièrement les automobiles, fonctionnent comme des espaces clos où se jouent des rapports de force déterminants, des capsules mobiles de violence et de confrontation qui traversent le paysage coréen. Les couloirs, qu'ils soient domestiques, institutionnels ou urbains, sont systématiquement filmés de manière à créer un sentiment d'étouffement progressif et de piégement physique et psychologique. Les miroirs et les surfaces réfléchissantes sont utilisés avec parcimonie mais à des moments clés du récit pour interroger l'identité fluctuante des personnages et leur métamorphose morale. La nourriture, ou plutôt sa perversion radicale dans le cannibalisme, sert de métaphore puissante à une humanité qui se dévore elle-même, incapable de générer du lien social positif. Ces motifs tissent tout au long du film un réseau symbolique cohérent et riche qui permet des lectures multiples et approfondies bien au-delà de la simple intrigue principale. La construction méticuleuse des scènes d'action révèle une philosophie cinématographique singulière qui privilégie la lisibilité et l'impact physique sur le sensationnalisme vide. Les combats sont chorégraphiés pour mettre en valeur la physicalité réelle des acteurs et le poids concret des impacts, refusant les prouesses surnaturelles ou les invraisemblances spectaculaires. L'analyse approfondie des personnages secondaires permet d'étoffer considérablement la compréhension de l'univers moral complexe dépeint dans le film. Le père de Ju-yoon, interprété avec une retenue déchirante par Jeon Guk-hwan,
incarne une réponse alternative au deuil et à l'injustice, fondée sur la dignité douloureuse et le refus de la vengeance. Sa sagesse tranquille et résignée, sa compréhension intuitive de la vanité destructrice de la vengeance, contraste violemment avec la furie obsessionnelle de Soyin. Il représente une forme de sagesse traditionnelle qui comprend l'importance de préserver son humanité même face à l'horreur la plus absolue. Sa scène avec Soyin, où il lui demande presque explicitement de renoncer à sa quête destructrice, constitue un moment de grâce émotionnelle rare dans ce récit implacable, une bouffée d'humanité pure qui rend la suite d'autant plus tragique. La sœur de Kyung Se-Hul, personnage mineur mais significativement caractérisé, introduit l'idée troublante que le monstre peut avoir une famille, des liens affectifs qui compliquent toute vision manichéenne simpliste. Les victimes anonymes de Kyung Se-Hul, brièvement mais efficacement individualisées, rappellent constamment au spectateur le coût humain concret et insoutenable de la traque obsessionnelle menée par Soyin. Les collègues de ce dernier, qui apparaissent fugitivement, montrent son détachement progressif du monde professionnel et social normal, son isolement croissant dans sa bulle vengeresse. Ces figures secondaires servent de repères moraux essentiels et de contrepoints humains indispensables à la dynamique destructrice des deux protagonistes principaux. L'étude attentive des décors et des lieux géographiques traversés révèle une dimension spatiale essentielle à la compréhension pleine de la narration. La Corée contemporaine dépeinte dans le film apparaît comme un espace fragmenté et inquiétant, traversé de zones d'ombre et de non-droit où la violence peut se déployer avec une impunité troublante. Les autoroutes nocturnes, désertes et éclairées par les lueurs artificielles des réverbères, deviennent des couloirs de fuite et de poursuite, des non-lieux où se jouent des confrontations fatales. Les espaces domestiques, qu'il s'agisse de l'appartement moderne et impersonnel de Soyin ou de la maison sordide et répugnante des cannibales, perdent radicalement leur fonction protectrice traditionnelle pour se transformer en pièges mortels. Les zones industrielles désaffectées, avec leur architecture décatie et leur atmosphère post-apocalyptique, fournissent un décor parfaitement approprié aux affrontements ultimes et à la révélation des monstruosités cachées. Les paysages naturels, notamment les forêts enneigées et les champs désolés, offre une beauté mélancolique et froide qui accentue paradoxalement la solitude absolue et le désespoir des personnages. La ville elle-même semble souvent vidée de sa substance humaine normale, comme dépeuplée par une catastrophe invisible, reflétant avec justesse l'isolement psychologique croissant des protagonistes. Cette géographie narrative soigneusement construite et photographiée participe activement à la création de l'atmosphère unique et anxiogène qui fait la puissance du film. La manipulation subtile de la temporalité dans le récit mérite une attention particulière tant elle contribue à l'impact émotionnel global et à la crédibilité psychologique. Le film couvre une période indéterminée mais suffisamment longue pour que la transformation profonde des personnages apparaisse crédible et progressivement acquise. Le rythme narratif alterne constamment entre des moments de tension extrême, souvent prolongés délibérément, et des séquences plus contemplatives où les conséquences psychologiques des actes violents sont assimilées par les personnages et le spectateur. L'ellipse temporelle est utilisée avec une grande parcimonie et toujours de manière motivée, privilégiant souvent la durée réelle des actions pour en accentuer le poids émotionnel et physique. La répétition mécanique des cycles de capture et de relâchement crée un effet de ritournelle cauchemardesque qui désoriente progressivement le spectateur autant que les personnages. Le temps filmique semble à la fois s'étirer démesurément pendant les scènes de torture ou d'attente angoissante et se contracter brusquement pendant les courses-poursuites frénétiques ou les explosions de violence. Cette manipulation habile de la temporalité contribue activement à désorienter le spectateur et à l'engager pleinement dans l'expérience psychologique déstabilisante vécue par les personnages. Les rares moments de répit apparents, comme la séquence dans l'appartement vide de Soyin, sont empreints d'une mélancolie pesante et d'une tension sourde qui annonce les orages violents à venir. L'examen minutieux de la relation complexe entre le son et l'image révèle une synesthésie calculée et sophistiquée qui participe pleinement à l'expérience sensorielle globale. Les moments de silence complet sont rares mais toujours stratégiquement placés pour maximiser leur impact dramatique et créer des poches de tension pure. Les bruits corporels amplifiés, respiration haletante, battements de cœur suggérés, frottements de vêtements sont souvent mis en avant pendant les scènes de tension ou de traque, créant une immersion physique troublante. La bande-son environnementale, particulièrement soignée et détaillée, crée une immersion acoustique totale dans les différents lieux traversés, du silence étouffé de la neige à l'écho métallique des entrepôts désaffectés. Les rares moments de musique diégétique, comme la radio qui crachote dans une voiture, contrastent violemment avec l'horreur des situations représentées, créant une dissonance narrative significative. Le mixage sonore privilégie souvent les fréquences basses et les rumeurs souterraines, créant une présence menaçante constante en arrière-plan même dans les scènes apparemment calmes. Les cris des personnages, tantôt étouffés par la terreur, tantôt déchirants dans la douleur, sont traités avec un réalisme acoustique qui évite toute théâtralité excessive ou tout sensationnalisme facile.
Cette approche sonore globale et cohérente contribue à faire de Esau the Devil une expérience sensorielle totale et immersive, où l'ouïe est sollicitée avec autant d'acuité et d'intelligence que la VUE. Et la question délicate de l'appartenance générique du film se pose avec une acuité particulière tant l'œuvre transcende les catégories habituelles par sa complexité et son hybridité. Bien qu'enraciné dans la tradition du thriller vengeur coréen dont il reprend certains codes, le film les dépasse systématiquement par sa profondeur psychologique et son ambition morale. Des éléments propres au film d'horreur, particulièrement présents et efficaces dans la séquence des cannibales, viennent perturber et enrichir la linéarité du récit de vengeance. Certaines scènes de poursuite haletantes empruntent clairement au film d'action traditionnel, mais pour en subvertir immédiatement les conventions par leur issue tragique ou moralement ambiguë. La dimension policière et procédurale, incarnée par les recherches officieuses de Soyin, est constamment mise à distance et critiquée par son comportement de plus en plus hors la loi et incontrôlé. Le mélodrame sous-jacent, potentiellement présent dans la relation à la mémoire de Ju-yoon, est systématiquement refoulé et contenu au profit d'une froideur émotionnelle et d'une retenue expressive qui renforce la puissance tragique. Cette hybridité générique assumée et maîtrisée reflète parfaitement la nature composite et insaisissable du mal que le film cherche à représenter dans sa complexité. Elle participe également activement au sentiment de désorientation et d'instabilité générique qui caractérise l'expérience de visionnage et qui maintient le spectateur dans un état d'alerte permanent. L'analyse détaillée des plans et des choix de cadrage dévoile un travail formel d'une grande précision et d'une cohérence remarquable, rare dans le cinéma de genre. Les plans larges et les vues d'ensemble, souvent utilisés pour les extérieurs et les paysages, accentuent délibérément l'isolement physique et psychologique des personnages dans des espaces hostiles et indifférents. Les gros plans extrêmes sur les visages, particulièrement ceux de Choi Min-sik, capturent des micro-expressions d'une intensité et d'une complexité rares, révélant des abîmes de perversion ou de souffrance. Les plans subjectifs et les caméras portées, notamment pendant les scènes de poursuite ou de traque, plongent le spectateur dans la perspective physique et sensorielle immédiate des personnages. Les cadres dans le cadre, les reflets dans les miroirs ou les vitres, sont utilisés avec subtilité pour créer des effets de claustrophobie, de surveillance ou de dédoublement identitaire. Les mouvements de caméra, souvent fluides et imperceptibles dans leur sophistication technique, contrastent violemment avec la soudaineté et la brutalité des explosions de violence qu'ils enregistrent. La profondeur de champ est fréquemment exploitée de manière créative pour créer des arrière-plans inquiétants ou révéler progressivement une présence menaçante. Ces choix de cadrage et de composition plastique ne sont jamais gratuits ou purement décoratifs mais servent systématiquement la narration, l'expression des états psychologiques et la construction des thèmes. La réception critique internationale du film a naturellement oscillé entre l'admiration sans réserve pour sa maîtrise technique et des réserves éthiques ou esthétiques sur sa violence extrême et frontale. Les grands festivals de cinéma, notamment Sundance où il fut présenté, l'ont immédiatement reconnu comme une œuvre majeure du cinéma asiatique contemporain et un jalon important dans l'évolution du thriller psychologique. Certains critiques occidentaux, notamment aux États-Unis, ont eu des difficultés à accepter le niveau de violence graphique et prolongée, y voyant parfois une forme de gratuité ou d'exploitation sensationnaliste. D'autres commentateurs, au contraire, ont salué précisément ce refus radical d'édulcorer la réalité physique et psychologique de la violence et de ses conséquences destructrices. La performance magistrale de Choi Min-sik a été universellement acclamée comme l'une des grandes incarnations cinématographiques du mal, comparable au Hannibal Lecter ou au Anton Chigurh. Le film a souvent été comparé, parfois de manière réductrice, à Seven de David Fincher ou à Old Boy de Park Chan-wook, mais la critique éclairée a su reconnaître sa radicalité morale et formelle propre. En Corée même, le film a suscité des débats passionnés sur la censure et les limites de la représentation, entraînant des coupes significatives pour sa sortie en salle nationale. Son héritage est déjà perceptible dans toute une vague de thrillers et de films d'horreur asiatiques qui ont emboîté le pas de son approche frontale et de son nihilisme assumé. La dimension philosophique profonde du film dépasse très largement le cadre d'un simple divertissement de genre pour poser des questions essentielles sur la condition humaine confrontée au mal. La question fondamentale « que faut-il faire ? Que peut-on faire face au mal absolu ?» y est traitée avec une radicalité et une honnêteté intellectuelle rares au cinéma. Le film explore sans concession les limites de l'humanisme traditionnel et des valeurs morales conventionnelles face à une inhumanité qui refuse tout dialogue et toute rédemption possible. La notion même de justice, qu'elle soit institutionnelle ou personnelle, y est présentée comme une construction sociale impuissante à contenir ou à punir adéquatement certaines formes radicales de mal individuel. Le dilemme cornélien entre l'éthique de la responsabilité collective et l'éthique de la conviction personnelle est au cœur du parcours tragique de Soyin. La fin d'une amertume et d'un nihilisme accablant interroge frontalement la possibilité même d'une sortie éthique ou d'une résolution satisfaisante face à l'horreur absolue.
Cette profondeur philosophique, alliée à une maîtrise cinématographique rare et à des performances d'acteurs exceptionnelles, explique pourquoi Esau the Devil continue de fasciner, de troubler et de provoquer le débat des années après sa sortie initiale. Le travail d'orfèvrerie des acteurs principaux mérite une analyse détaillée tant il est au cœur de la réussite artistique et émotionnelle du film. Choi Min-sik, dans son grand retour au cinéma après une pause significative, livre une performance considérée par beaucoup de critiques comme la plus intense et la plus aboutie de sa carrière déjà brillante. Son incarnation de Jang Kyung-se-hul est un modèle de physicalité expressive et de présence écrasante, où chaque geste, chaque regard, chaque intonation participe activement à la construction d'un personnage d'une complexité troublante. Il parvient à rendre parfaitement crédible et cohérente la transition vertigineuse entre une apparence sociale normale et des explosions de sauvagerie absolue et imprévisible. Lee Byung-hun, en contrepoint parfait, offre une performance d'une retenue héroïque et d'une intensité contenue mais tout aussi puissante dans ses effets. Sa capacité subtile à exprimer la douleur insondable, la colère froide et la désintégration progressive de l'humanité est remarquable de précision psychologique et de justesse émotionnelle. La chimie électrique entre les deux acteurs, leurs interactions chargées d'une tension presque palpable, créent des scènes de confrontation d'une intensité dramatique rare dans l'histoire du cinéma. Leur différence de jeu assumée, l'un expansif, animal et démonstratif, l'autre retenu, implosif et intériorisé, reflète et renforce parfaitement la dialectique narrative et thématique centrale du récit. L'étude attentive des costumes et de l'apparence physique évolutive des personnages révèle un souci du détail significatif et une cohérence narrative remarquable. Kim So-hyun, d'abord vêtu de costumes professionnels impeccables et sombres qui reflètent son statut d'agent des services secrets, voit progressivement sa tenue se dégrader et se salir au fil de sa descente aux enfers physiques et morales. Jang Kyung-se-hul, au contraire, est habillé de vêtements ordinaires, presque banals, qui renforcent son camouflage social et rendent d'autant plus troublante la monstruosité qu'il dissimule. Les traces de violence sur les corps, blessures ouvertes, ecchymoses purulentes, salissures diverses en sont maintenues avec un réalisme cohérent d'une scène à l'autre, créant une continuité physique tangible. La transformation physique subtile mais perceptible de So-hyun, marquée par la fatigue extrême, l'épuisement nerveux et la perte de poids, est rendue avec une crédibilité qui renforce l'impact psychologique. Les accessoires, notamment les armes blanches et les outils de torture improvisés, sont choisis pour leur simplicité glaçante et leur efficacité dramatique immédiate, refusant tout fétichisme esthétisant. Le sang, omniprésent sous diverses formes et textures, est utilisé avec une variété réaliste de couleurs et de consistances qui en renforce l'impact viscéral et la matérialité concrète. L'analyse des dialogues et des silences, de leur répartition et de leur fonction dramatique, est essentielle pour comprendre la dynamique relationnelle complexe entre les personnages. Les échanges verbaux directs entre So-hyun et Kyung-se-hul sont rares mais d'une densité et d'une acuité exceptionnelles, chaque réplique fonctionnant comme une attaque psychologique visant à miner la position morale de l'adversaire. Les monologues délirants de Kyung-se-hul, particulièrement lors de ces moments de mégalomanie exacerbée, révèlent une philosophie nihiliste rudimentaire mais parfaitement cohérente dans sa logique perverse. Les silences éloquents de So-hyun, ses réticences verbales, sont souvent plus expressifs que ses paroles, trahissant une douleur et une détermination inexprimables par les mots conventionnels. Les moments où les personnages communiquent principalement par la violence physique, coups, mutilations, tortures sont souvent les plus significatifs et les plus chargés de sens symbolique. Les dialogues avec les personnages secondaires, notamment les échanges brefs mais poignants avec le père de Joo-yoon, introduisent des perspectives morales différentes et une humanité apaisante absente des confrontations principales. Cette économie verbale rigoureuse, cette parcimonie dans l'expression dialogue, contribue puissamment à l'atmosphère de tension permanente et de communication impossible qui caractérise le film. La place et la fonction de la technologie moderne dans le récit constituent un aspect souvent négligé mais pourtant significatif de la réflexion du film. So-hyun utilise systématiquement les ressources technologiques des services secrets aux localisations GPS précises, surveillance électronique sophistiquée, bases de données interconnectées, pour traquer méthodiquement Kyung-se-hul à travers la Corée. Cette technologie de pointe, symbole de la modernité étatique et de son pouvoir de contrôle, contraste violemment avec la violence primitive, charnelle et archaïque qui constitue le cœur du conflit entre les deux hommes. Les scènes où So-hyun écoute à distance, via des micros cachés, les crimes et les monologues de Kyung-se-hul introduisent une dimension supplémentaire de torture psychologique et de voyeurisme malsain. Les moyens de communication modernes en téléphone portable, radio de police, ordinateur sont utilisés de manière stratégique dans les poursuites, mais révèlent aussi leurs limites face à l'irrationalité du mal. Cette intrusion de la haute technologie dans un récit fondamentalement archaïque et mythique crée une dissonance narrative intéressante et significative.
Elle souligne le paradoxe d'un État hypertechnologique et hyperconnecté qui se révèle pourtant radicalement impuissant face aux pulsions les plus primitives et incontrôlables de l'individu. Le film suggère ainsi, de manière subtile mais persistante, que le mal qu'incarne Kyung Se-hul est d'une nature qui échappe par essence à toute tentative de maîtrise technique ou rationnelle. L'examen des influences cinématographiques reconnaissables et des références intertextuelles permet de situer Isao the Devil dans une lignée artistique riche et de mesurer son originalité. Les références explicites ou implicites au cinéma de vengeance coréen contemporain, de The Man from Nowhere à la trilogie Vengeance de Park Chan-wook, sont nombreuses mais toujours retravaillées et approfondies de manière personnelle. Des échos au cinéma d'horreur américain des années 70 et 80, notamment à The Silence of the Lambs pour la relation prédateur-proie et à The Texas Chainsaw Massacre pour la séquence des cannibales, sont perceptibles mais intégrés dans une vision globale cohérente. La structure narrative cyclique et répétitive rappelle parfois certains films de Sergio Leone ou les films de samouraïs japonais où la vengeance devient une obsession destructrice. L'esthétique visuelle très travaillée montre l'influence certaine du cinéma néo-noir asiatique des années 2000, tout en développant un style chromatique et photographique parfaitement personnel. Cependant, Kim Ji-won ne se contente jamais de pasticher ou de citer, il synthétise, dépasse et réinvente ses influences en un langage cinématographique unique et reconnaissable. Le film dialogue également, de manière plus subtile, avec la grande tradition littéraire et théâtrale de la tragédie de la vengeance, de Shakespeare au romantique noir en passant par le théâtre grec. Cette richesse intertextuelle assumée contribue à la densité culturelle et à la profondeur de l'œuvre sans jamais nuire à son originalité ou à sa cohérence interne. La construction méticuleuse et l'impact dramatique des scènes clés du film méritent une analyse séparée tant elles témoignent d'une maîtrise narrative exceptionnelle. La scène d'ouverture, avec sa tension croissante et presque insoutenable aboutissant à une violence soudaine et brutale, est un modèle du genre dans l'art de créer l'angoisse par la suggestion et la retenue. La première capture de Kyung Se-hul et la scène terrifiante du tendon d'Achille établissent immédiatement et sans ambiguïté les règles du jeu sadique et pervers imaginé par So-yeon. La séquence dans l'auto-école déserte, avec son mélange subtil de suspense physique et d'humour noir glaçant, montre la versatilité tonale et l'audace narrative du réalisateur. L'affrontement dans la maison des cannibales, véritable film d'horreur dans le film, constitue un sommet d'épouvante physique et psychologique qui repousse les limites de l'endurance spectatorielle. La scène finale, avec son exécution méthodique et glaciale suivie des larmes silencieuses et désespérées de So-yeon, reste l'une des conclusions les plus bouleversantes et les plus nihilistes de toute l'histoire du cinéma. Chacune de ces scènes clés est construite avec une précision mathématique et une intelligence dramatique remarquables, chaque plan, chaque mouvement de caméra, chaque silence servant à la fois l'avancée du récit et l'approfondissement psychologique des personnages. Leur enchaînement implacable et leur progression en intensité créent une trajectoire narrative inexorable vers le désespoir absolu et le vide moral final. L'exploration systématique des motifs récurrents la neige, le sang, les véhicules, les couloirs en révèle une cohérence symbolique et thématique remarquable qui structure l'ensemble de l'œuvre. La neige, présente visuellement ou suggérée du premier au dernier plan, évolue constamment dans sa signification symbolique. Pureté originelle et virginale, linceul funéraire et froid, élément purificateur illusoire, et enfin paysage métaphorique d'un désert émotionnel et moral absolu.